Je me présente donc Laurent Bergeau, je suis le directeur général de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Ce petit film, juste pour introduire le thème de notre session, Eau et climat de la connaissance à l'action, une illustration sur un bassin français, le bassin du Sud-Ouest. Je pense que ça rassemble suffisamment d'éléments pour introduire les différents thèmes qui seront développés par nos invités, que je vais mentionner et présenter d'ores et déjà puisqu'ils sont autour de moi. Philippe Dupont, directeur de la recherche ONEMA. Martin Guépro, directeur général de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Jean-Pierre Maugendre, de Suez Environnement, directeur des projets développement durable. Vous me dites si je fais une erreur. Hervé Bramy, administrateur du SIAP, donc le syndicat interdépartemental assainissement de l'agglomération parisienne. Abdelaziz Zerouali, donc directeur d'ABH Boré-Grec du Maroc, viendra nous rejoindre, j'espère, dans peu de temps. Et ensuite, Véronique Massenet, de l'équipe interministérielle de la COP 21. Et enfin, Héloïse Chicou, du PFE, qui viendra pré-conclure cette session. Voilà, 10 minutes pour chaque intervenant, c'est la règle. Sinon, Mélissa Cran... voilà, qui est notre modératrice ou notre régulatrice plutôt de la session, interviendra sèchement, sans coupe de champagne, mais en disant effectivement, c'est la fin. Mais je crois que les enchaînements se feront très très bien parce que vous avez tous des messages complémentaires à apporter. Nous aurons en fin de session du temps pour des questions, donc gardez vos questions pour vous, précisément pour les différents intervenants que je viens de présenter. Et d'ores et déjà, je passe... le micro à Philippe Dupont de l'ONEMA. Alors, Philippe, vous êtes en charge de la R&D dans un organisme national, donc l'ONEMA. En quoi les questions liées au changement climatique sont-elles importantes à prendre en compte? Et le faites-vous concrètement? Oui, donc on l'a bien vu avec l'exemple d'Adour-Garonne tout à l'heure. On est sur des sujets qui sont complexes. On est sur les écosystèmes, c'est des systèmes qui bougent, dont l'évolution est incertaine. On rajoute à ça les activités humaines en fait, qui amènent des pressions sur les milieux, des usages, etc. Ça, c'est aussi des choses qui bougent, sur lesquelles il faut faire de la prospective. Et puis, si on rajoute une couche, c'est le changement climatique avec ses incertitudes, sa complexité également. Donc oui, il faut absolument qu'on prospecte sur le plan scientifique, qu'on analyse, qu'on voit ce qu'il regarde. Il faut acquérir des connaissances, ça nous semble évident. Alors très concrètement, oui, on le fait. Évidemment, on regarde ce qui va se passer en termes d'évolution des précipitations. Il y a la question de la température qui vaut pour l'air, mais qui vaut aussi pour l'eau. Vu notre métier, on va aller regarder ce qui se passe sur l'évolution des débits des rivières, sur l'évolution des nappes. Et puis, on va regarder aussi ce qui se passe et les impacts possibles sur le fonctionnement des milieux. À ce titre-là, vous avez en fait sur vos bancs, là, une publication qu'on vient de faire sur eau, changement climatique et impact sur les populations de poissons. Donc on regarde tout ça, et effectivement, on demande aux scientifiques de se mobiliser sur ces sujets-là. Alors, en quoi tous ces travaux, on a bien compris pour les populations de poissons, mais pour nous, pour nos exercices de prospective, en quoi tout cela peut nous être utile? Alors, je pense que d'abord, on en parle, hier j'étais à plusieurs sessions, on dit qu'il faut absolument que la science éclaire la décision, donc on est vraiment là-dedans. Je pense que c'est indispensable pour éclairer les réflexions des décideurs. Je crois que le regard croisé aussi entre les scientifiques et les décideurs, c'est quelque chose de très important. Alors, je vais prendre un exemple extrêmement clair qui a été évoqué là sur Adour-Garonne. C'est l'évolution des débits. Je crois que depuis assez récemment, les scientifiques sont clairs sur l'évolution des débits en rivière quand on voit que ça va chuter probablement de l'ordre de 30 à 50%. C'est une évolution qui n'est pas linéaire, mais il va y avoir à un moment donné une cassure. Ce genre d'information est essentiel en fait pour l'aide à la décision, à la réflexion et pour l'action. Et je pense qu'on a un devoir d'amener cette information auprès des décideurs. Et je crois que ce type d'information en fait n'était pas si clair que ça jusqu'à présent. Donc il y a un vrai problème aussi, c'est que ces informations et ces connaissances, finalement, je ne suis pas sûr qu'elles soient vraiment mises à disposition. Et je crois qu'on a vraiment un effort à faire pour qu'elles arrivent auprès des décideurs et qu'elles soient explicites, avec une complexité, une difficulté, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit trop simple, simplement de dire les choses vont évoluer. Il ne faut pas qu'elle soit trop complexe et qu'elle fasse peur non plus. Donc on a un vrai sujet d'amener auprès des décideurs une connaissance qui soit opérationnelle en fait.
Alors, on le voit partout, enfin, l'articulation entre ce qu'on appelle sciences dures et sciences molles est toujours compliquée. Oui. Donc, entre cet apport scientifique, cette expertise et la gestion au quotidien, les acteurs politiques, mais aussi les acteurs des différentes agences, par exemple, Oui. en quoi on peut introduire quelque chose de pérenne? Enfin, quelles sont les solutions? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter, nous conseiller? Je vais citer 2 exemples que j'ai en tête qui sont très concrets. Dans les bassins, on a les agences de l'eau et les comités de bassin. On a aussi des conseils scientifiques. Je crois qu'on a vraiment pris conscience de l'intérêt de faire travailler ensemble ces conseils scientifiques avec les comités de bassin, c'est-à-dire avec le monde de la décision. Avoir des journées techniques entre scientifiques et élus, c'est quelque chose d'important. C'est ce qu'on a fait au niveau national. On a fait un séminaire entre les présidents de comités de bassin et le monde des scientifiques. On a bien vu en fait que le dialogue était quelque chose d'important au plus haut niveau. Excellent séminaire d'ailleurs. Oui, merci. On l'a organisé avec vous. Et puis, autre exemple, en allant plus sur le terrain, c'est l'idée de mettre en place, dans les équipes de recherche, mais aussi dans des équipes comme l'ONEMA ou comme les agences de l'eau, des personnes qui soient vraiment des médiateurs et des transmetteurs de connaissances et dont le travail est celui-là, c'est-à-dire faire vraiment le passage entre la science et les opérateurs qui sont sur le terrain, que ce soit les élus, les techniciens. Voilà, et je crois qu'il faut qu'on arrive à pérenniser en fait ce type de métier. Ça ne s'invente pas et c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut qu'on s'inscrive sur la durée. Très bien, merci Philippe. Martin Guépro, Rhône-Méditerranée-Corse, un bassin ou 2 bassins même, donc toute la partie sud-est de la France. Alors bien évidemment, quand le sud, on pense au sud, on pense à soleil, on pense à chaleur, un peu comme le sud-ouest, même un peu davantage dans le sud-est. Et donc on se dit changement climatique, donc effectivement l'agence de l'eau, particulièrement pertinente, et efficace et très démonstrative, comme on va peut-être pouvoir le voir dans un petit film tout de suite.
Voilà. Alors, simplement, vous avez vu que toutes ces vidéos sont en anglais. You must have noticed that all those videos were in English. So I just forgot for our not French-speaking guests that we've got pieces of equipment for them for translation into English. Not Korean, sorry, but yeah, only English. But I hope it will be just enough for you to understand fully what we are saying. OK. Bien, alors, Martin. Merci. Voilà, donc le message du film, vous l'avez vu, c'est il est grand temps d'agir. C'est maintenant. Les évidences du changement climatique sont toutes là. Hein. Un mois de perte de neigement dans les montagnes, un mois d'avance sur les vignes, des montées de température qui vont être très marquées en Méditerranée. On sait que c'est un point chaud du globe. On en sait assez pour ne plus ne pas agir, quoi. Le sujet, c'est d'agir. Alors comment? Là, on propose des mesures extrêmement concrètes qui sont après tout pas des choses extraordinaires parce que finalement, ce sera le changement climatique avec les outils qu'on a aujourd'hui, qu'on va le gérer. Mais est-ce que nos villes, est-ce que nos campagnes sont prêtes pour le changement climatique? On répond clairement non aujourd'hui. Elles seront prêtes, vous le voyez, quand on s'attaquera à certaines choses. La mesure la plus nouvelle peut-être ici, c'était de travailler à retenir l'eau dans les sols. On a passé tellement de temps à vider l'eau de nos territoires, raccourcir les cours d'eau, drainer, emmener toute l'eau vers la mer, qu'on se plaint maintenant d'avoir une nappe phréatique vide, qu'on se plaint d'avoir des coulées de boue et d'avoir des crues aggravées, mais c'est juste le résultat de notre politique. Et il y a des solutions. Et ces solutions, on doit les mettre en œuvre dès maintenant. C'est des fossés dans des villes, solution très éprouvée, hein, qui permet de réinfiltrer de l'eau, reverdir les villes et les rafraîchir. Voilà, les solutions, elles existent. Mais qui va les mettre en œuvre? Alors ce plan, ça reste très clairement aux autorités locales, parce qu'il y a un peu comme une pyramide d'engagement. Si on veut un engagement à Paris en décembre prochain, qui serait le sommet de la pyramide, qu'on attend tous et qui est extrêmement attendu depuis des années, il faut aussi qu'à la base, toutes les collectivités s'engagent sur des mesures qui sont finalement celles-là. Une grande chasse au gaspillage. On s'est donné pour la première fois une échéance 2030 pour que les réseaux d'eau potable soient enfin performants en France. Ça n'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Toutes ces actions, elles sont destinées d'abord aux collectivités, aussi aux entreprises qui vont apporter ces solutions en solutions actives. On en aura quelques exemples ici. Alors, se pose la question du financement, et tout le monde la pose aujourd'hui. Je crois que profondément, il faut regarder les choses assez simplement. Profondément, il y a des opportunités financières aujourd'hui. Hein. Je m'explique. Je vous ai montré par exemple ces histoires de désimperméabilisation. Mais sachez qu'aujourd'hui, nos modèles mentaux sont tellement verrouillés qu'on est capable de payer des choses beaucoup plus chères que les solutions qui sont bonnes pour le changement climatique. Par exemple, à Montpellier, région du sud de la France, opération campus, 3 hectares aménagés. On propose le tout tuyau traditionnel des eaux de pluie. Résultat, parce que c'est un peu particulier, 50 millions d'euros de dépenses. Quelqu'un passe et heureusement dit, et si on faisait du zéro rejet pluvial, la solution qui est préconisée ici, qui va verdir la zone du campus, qui va réinfiltrer les eaux vers la nappe, résultat, 7 millions d'euros, 7 fois moins cher. Hein. Donc il y a de l'argent à gagner, à être intelligent et à préférer les choses qui sont bonnes pour le changement climatique. C'est pareil pour les économies d'eau. On sait très bien que dans les territoires où il manque de l'eau, on tire des tuyaux qui coûtent des dizaines ou des centaines de millions d'euros, c'est la réalité, pour acheter de l'eau à 100 à 200 km, alors qu'on en a assez sur place, pourvu qu'on ne la gaspille pas. Hein. Donc il y a des économies à faire. Nos systèmes de financement, hein, que ce soit les fonds européens, que ce soit les agences de l'eau, sont là. Pour l'agence de l'eau que je connais bien, Rhône-Méditerranée-Corse, on a doublé les moyens financiers sur les économies d'eau, et en fait on a triplé le volume d'eau économisé. L'an dernier, on a financé des économies qui correspondent à la consommation d'une ville d'1 million d'habitants sur le quart de la France. C'est-à-dire c'est gigantesque le potentiel d'économie d'eau qu'on a aujourd'hui devant nous et qui nous prépare au changement climatique. Voilà, j'en finirai en disant que ce plan, c'était pour moi extrêmement important, c'est qu'on est face à une difficulté qui nous prend tous de court et il faut une union sacrée pour arriver à monter cela. C'est pour ça que ce plan a été porté par les 5 présidents des conseils régionaux et du préfet coordonnateur de bassin, du président de comité de bassin, c'est-à-dire les grands responsables territoriaux planificateurs. Et le fait qu'ils se mettent ensemble, tous ceux qui seront planificateurs mais aussi financeurs des projets, est extrêmement porteur d'espoir et d'avenir parce que ce modèle peut s'exporter aussi
et je pense se faire voir à la COP 21 comme un des exemples de cette prise en main par les territoires. Merci. Merci Martin. Alors, Union sacrée, modèle, on passe directement à Suez Environnement. Alors, l'expérience, le retour d'expérience en Europe et en Asie, une politique locale de changement climatique, c'est quoi? Oui, merci beaucoup. Alors, chez Suez Environnement, je crois que nous sommes connus en tant qu'entreprise pour accompagner les collectivités locales et les industriels autour des grands sujets de demain, qui sont bien entendu la raréfaction de la ressource, la croissance de la population urbaine, en particulier dans les pays émergents, qu'on peut le voir effectivement dans la région du monde où nous sommes, et également, bien évidemment, la problématique du changement climatique, comment concilier développement local et maîtrise de l'énergie et adaptation effectivement à des événements climatiques qui se manifesteront probablement par le fait qu'on aura trop d'eau ou pas assez, mais pas forcément à l'endroit où il faut et au moment où il faut. Dans les années à venir, alors nous sommes connus effectivement pour ce que nous faisons en construisant des ouvrages, en les gérant, mais nous sommes peut-être un peu moins connus par l'activité de Suez Environnement Consulting qui accompagne en amont les territoires autour justement de problématiques liées aux confins de la problématique de la gestion territoriale et du changement climatique. Pour vous donner quelques idées, nous avons accompagné des collectivités locales de France métropolitaine comme Grenoble ou Paris, beaucoup de collectivités locales dans les DOM-TOM, qui sont certainement les régions de France qui, le plus urgemment, ont à résoudre les problématiques de changement climatique, et avec un grand nombre de partenaires, que je ne citerai pas ici, ils sont trop nombreux, mais en particulier l'Agence française de développement, l'AFD, sur des opérations à l'international. Alors, vous avez cité des expériences françaises, des accompagnements en France, des accompagnements France métropolitaine et Outre-mer, dans un contexte particulier insulaire. Tout ceci est transposable, cette expérience sur les plans climat, énergie territoriaux, les fameux PCET, transposables à l'international? Tout à fait, parce que je crois que ce sont les mêmes principes qui sont à mettre en œuvre en France et à l'international. Ces principes, ils sont très très simples. Premièrement, il n'y a pas de fatalité, entre guillemets, liée à la survenue de la problématique du changement climatique sur un territoire. Parce que finalement, une vulnérabilité d'un territoire au changement climatique, c'est lié bien entendu à l'occurrence de l'événement. C'est sûr que les événements climatiques majeurs seront de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses. Hélas, oui. Bah oui, malheureusement. Mais c'est également lié au niveau d'exposition du territoire. Et le niveau d'exposition du territoire, il résulte de politiques locales et bien entendu à la sensibilité du territoire. Je donne un exemple très très simple dans le domaine de l'agriculture. Si on se retrouve avec des sécheresses de plus en plus fréquentes, le fait de développer assez volontairement une agriculture irriguée, ça va augmenter notre exposition, et le fait de ne pas imaginer des autres techniques en matière agricole que de l'irrigation de plus en plus intensive, ça va augmenter notre sensibilité. Donc finalement, il n'y a pas une politique de changement climatique, il y a toute une boîte à outils dans les politiques locales, en matière d'urbanisme, en matière d'habitat, en matière d'agriculture, en matière d'utilisation des sols, voire même en matière de commande publique, pour prendre en compte le changement climatique, que ce soit au niveau de l'atténuation ou au niveau de l'adaptation. Alors, toute cette boîte à outils, on a entendu parler, on a des investissements, je dirais, techniques, organisationnels, mais des investissements aussi dans tout ce qui est naturel. Je veux dire, recalibrer ou plutôt reméandrer une rivière, lui redonner ses fonctions naturelles, c'est un investissement, je dirais, naturel. Alors, Martin a parlé financement. Il y a beaucoup de sessions dans ce forum qui parlent de financement du changement climatique. Alors, toutes vos propositions de votre boîte à outils, c'est une boîte à outils de luxe, ça coûte cher, ça se finance comment? Non, c'est pas forcément une boîte à outils de luxe. Là, je vous présente par exemple un projet qu'on a réalisé avec le soutien de l'ADEME et de l'Asian Institute of Technology autour de 10 villes du sud-est asiatique, qui sont dans 4 pays qui ne sont pas forcément des pays très riches. C'est le Sri Lanka, c'est la Thaïlande, c'est le Vietnam et c'est le Laos. Dans ce sujet, dans cette étude pour laquelle Suez Environnement a apporté un support technique, il s'agit simplement de réfléchir à un certain nombre de sujets qui consistaient à dire il y a de nouveaux
sujets, il y a de nouvelles problématiques qui apparaissent à court terme, à 2020, à 2050. Il y a de nouveaux risques, effectivement, dans les pics que j'évoquais, on va avoir une accentuation des phénomènes climatiques. Il y a aussi de nouvelles opportunités qui consistent à dire comment accompagner ces territoires autour en particulier de la transition énergétique. Et ensuite, il y a de nouvelles méthodes. La méthode, c'est de travailler ensemble, c'est de travailler de manière transversale. Ça ne coûte pas grand-chose, finalement, lors de l'élaboration d'un plan. Et ça se traduit par toute une série d'actions qui sont des actions qui ne sont pas forcément des actions très, très onéreuses. Développer, par exemple, les mobilités douces, développer la création d'emplois autour du recyclage et de la valorisation, comme on a fait à Luang Prabang. Travailler sur la limitation des intrants agricoles. Alors, c'est agriculture, vous voyez, c'est extraordinaire parce qu'on concilie atténuation et adaptation. Travailler effectivement sur la création de nous et sur un assainissement qui ne soit plus un assainissement tout tuyau, comme l'évoquait M. Gaspereau. C'est toute une série d'actions qui, prises individuellement, ne sont pas forcément des actions si onéreuses et où il s'agit de substituer des modèles de développement territorial et économique à d'autres modèles, et certainement, non pas pour le même prix, mais certainement parfois pour bien moins cher. Donc une boîte à outils peu onéreuse, je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Bien sûr. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, le tout c'est de travailler ensemble. Et oui, c'est ce que j'ai entendu dire, coordination. Donc, exactement. Voilà, c'est un gros travail. Je crois que nous sommes tous là ici dans ce but, et d'ailleurs, Hervé Bramy va nous parler en même temps du SIAP, coordination, puisque c'est un syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne. Je crois que je l'ai dit correctement. Alors, Hervé, vous allez nous parler d'énergie, mais pourtant, vous êtes un syndicat interdépartemental d'assainissement. Expliquez-nous, vous avez des optimisations dans le domaine de l'énergie qui sont intéressantes. Oui, bonjour. Oui, effectivement, pardon. Assainir, ça oblige à utiliser beaucoup d'énergie. Il faut se rendre compte, par exemple, que sur une année, l'année 2013, nous avons consommé plus de 1000 gigawattheures d'électricité, soit l'équivalent pratiquement de la consommation d'une ville comme Paris. Donc, pour traiter les eaux usées de l'agglomération parisienne. C'est 33 millions d'euros de budget annuel. Même si nous produisons 45% de cette énergie au travers de nos installations, nous en achetons encore 55%. C'est pour cette raison que nous sommes particulièrement attentifs à cet aspect du budget. Et donc, c'est aussi pour nous, parce que le SIAP, c'est quoi? C'est un établissement public environnemental. Et donc, bien sûr qu'on assainit l'eau, mais on se doit aussi d'être exemplaire dans l'ensemble de notre activité. C'est pour cette raison que les économies d'énergie sont un des axes de notre agenda 21, un de nos axes en matière de développement humain durable. Cela nous a conduit, par exemple, à créer un outil de mesure de nos émissions de gaz à effet de serre, oui, de telle façon à ce qu'on puisse avoir la véritable notion de notre pollution, en quelque sorte. Et donc, et cela doit nous conduire à la fois à rechercher les meilleures installations pour nos équipements de traitement dans nos usines. Et nous utilisons tout ce que nous permet en fait la réglementation, notamment les certificats d'économie d'énergie, qui nous ont permis de réduire, par exemple, la consommation d'électricité au travers de l'installation de variateurs de vitesse sur nos moteurs électriques. Ces processus sont subventionnés à hauteur de 30% par GDF Suez, pardon, et ça nous a permis d'économiser 30% d'électricité sur nos équipements, enfin sur une usine principalement. Hein. Tout ça, ce sont des processus qui se mettent en place, bien sûr, au fur et à mesure de la maintenance ou de la rénovation de nos équipements, mais c'est un processus lourd
qui est engagé pour le SIAP. Bon, donc c'est un cercle vertueux avec GDF Suez et les certificats d'économie d'énergie. Donc c'est un ensemble entre action publique, entreprise et puis un syndicat départemental comme le vôtre. Alors là, vous parlez de consommation d'énergie. Je crois que le lien énergie, eau, climat, une conférence, un séminaire a eu lieu sur ce sujet à Lyon, était particulièrement explicite sur ce lien à faire, et je crois que partout dans ce forum, il est évoqué. Mais vous êtes aussi producteur d'énergie. Oui. Alors expliquez-nous. Tout à fait. C'est assez simple. En fin de compte, l'aboutissement du processus d'assainissement produit des boues dont nous valorisons l'existence au travers des processus de méthanisation. Et cela produit du biogaz que nous utilisons en partie au travers de nos installations. Et maintenant que c'est autorisé, l'excédent est remis dans les réseaux. Ce qui est, ça a été une longue bataille, mais nous y sommes enfin parvenus. On est le premier producteur de biogaz en France. Donc c'est quand même à mentionner, ce qui veut dire l'importance de nos installations. Et on en produit depuis 1950. Moi, je suis d'accord qu'il faut continuer d'appuyer sur le doigt des récentes résultats scientifiques du GIEC. Mais je pense qu'il y a depuis longtemps quand même une prise de conscience sur ces enjeux-là. En tout cas, c'est le cas au SIAP, puisque notre biogaz que nous produisons depuis 1950 a toujours été réutilisé. On voudrait aller bien plus loin que ce que nous faisons actuellement en la matière. Alors bien entendu, l'objectif c'est de limiter l'achat d'énergie, mais aussi nous produisons de l'électricité au travers de la cogénération que nous injectons dans les réseaux haute tension, mais que nous utilisons aussi pour accroître l'autonomie énergétique de nos installations. On a 2 turbines de cogénération qui nous permettent de fournir 12 à 14% sur une usine de notre besoin en électricité. Donc voilà, c'est pour nous très, très important. Ça nous permet de réduire la consommation de gaz naturel, donc de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà, pour l'essentiel. Donc consommateur, producteur, oui. Quel est l'impact en définitive du changement climatique sur le SIAP ? Le risque a été mentionné, je crois, par monsieur en tout début d'introduction, c'est-à-dire la réduction des débits d'étiage va être pour nous un obstacle supplémentaire vers la longue route pour rendre le milieu naturel en adéquation avec les normes européennes, puisqu'il nous faudra comme la dilution, disons, de ce qu'on rejettera sera plus faible, ça va nous obliger à des performances encore plus fortes en matière d'assainissement. Donc ça, c'est un gros enjeu. Donc nous nous situons aussi dans la recherche-action et nous imaginons, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de lancer une étude des recherches sur la récupération des urines. Donc ça présenterait l'avantage de pouvoir focaliser une partie de notre intervention sur la réduction de l'azote. Oui. Et ça nous permettrait aussi d'être plus performants dans le traitement du reste, je veux dire des eaux usées. Nous imaginons, pourquoi pas, de transformer l'urine en engrais, de telle manière à ce que on évite d'en importer, d'utiliser trop d'énergie pour fabriquer ces engrais. C'est assez novateur, hein. On est proche des systèmes d'économie circulaire en quelque sorte. Ce processus-là ne peut s'imaginer que sur la longue durée, évidemment, et pour les nouvelles réalisations urbaines. On ne peut pas l'imaginer dans l'ancien.
Nous pensons aussi qu'il serait sans doute souhaitable de poursuivre l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre en comparant l'épandage des boues et l'épandage des engrais. Vous savez que ça, c'est une question qui est très importante, qui reste complètement d'actualité pour les entreprises d'assainissement. Et donc, il nous semble qu'il serait utile d'approfondir encore et toujours ce sujet. On sait que c'est une question de sociabilité dans la société, mais pourquoi pas. Voilà. Et ensuite, ce sont des mesures plus traditionnelles, disons, d'économie d'énergie dans nos bâtiments centraux ou d'augmentation de la réutilisation de la chaleur pour nos bâtiments techniques dans nos usines. Bien, donc autant de solutions sur le plan énergie, sur le plan changement climatique, réduction des émissions, bref, autant de solutions par un opérateur. On a vu la transposition aussi d'une expérience nationale en une expérience internationale. Si notre collègue marocain arrive, nous aurons en plus une illustration. Sur un bassin, Rhône-Méditerranée-Corse, Martin nous a illustré tous ces outils à partir d'une expertise, à partir d'un diagnostic. Et le petit film a bien montré toutes les solutions qui, elles aussi, ne peuvent ne pas être très coûteuses. Donc, je reparle sur des aspects financement. Tout ceci, on voit bien, il y a une réflexion importante sur eau, changement climatique. Ça tombe bien, on est dans un forum sur lequel l'eau, bien évidemment, est le thème prédominant, mais le changement climatique, on voit bien partout, est un axe d'étude très très fort. La France, à Paris, le Bourget, bientôt à COP21, mais à chaque fois, COP21, changement climatique, on parle gaz à effet de serre, et l'eau alors, dans les négociations? Alors, Véronique. effectivement, je crois que c'est vrai que peut-être pour remettre un peu en perspective, ça me semble utile de remettre en perspective ce que c'est que la COP21. La COP21, on le présente, notre gouvernement le présente comme 4 piliers. Évidemment, tout d'abord, je dirais, c'est le rôle d'une présidence. On nous attend avant tout sur la capacité finalement collective de l'ensemble des États qui participent à la Convention climat d'aboutir à un accord ambitieux. C'est le sujet sans lequel, si on n'a pas cet accord, on a non seulement, bien sûr, un enjeu majeur international, mais on a aussi une absence, finalement, de signal envoyé par les États à l'ensemble des acteurs. Et donc, c'est vraiment le pilier central et fondamental qui est attendu à Paris. Mais on y ajoute 3 autres dimensions. La deuxième dimension très liée, c'est ce qu'on entend chaque jour un peu plus dans la presse, c'est les contributions nationales qui sont déposées par les pays. L'Union européenne a déposé la sienne. Il y a déjà un certain nombre de pays qui l'ont fait, comme la Russie, la Suisse, le Gabon et d'autres. On attend que l'ensemble des pays puissent participer avec ces contributions qui portent bien sûr d'abord sur l'atténuation, mais dont certaines incluent d'ores et déjà l'adaptation. Je dirais que ces contributions fixeront l'ambition, une partie de l'ambition dans cette première phase, je dirais, de discussion en vue de Paris. La troisième dimension qui est très importante et un peu globale, c'est le sujet financement. On en a parlé ici de façon spécifique sur le sujet de l'eau, mais évidemment, c'est aussi le nerf de la guerre pour réussir à tout ça. Alors, on a déjà progressé sur cette dimension. Il y a eu le fonds vert qui a été mis en œuvre. On attend maintenant ardemment qu'il puisse, au-delà de la capitalisation qui a été annoncée, qui atteint 10 milliards, qu'il puisse être mis en œuvre. Il y a bien sûr aussi les sujets financement dans la négociation, qui sont absolument centraux. Et puis je dirais, plus globalement, la mobilisation de l'ensemble des acteurs financiers. Et enfin, l'agenda des solutions, qu'on traduit d'ailleurs beaucoup mieux en anglais par Action Agenda, parce que ce dont on parle vraiment, et c'est là l'innovation, et c'est là où on vient à votre question sur l'eau, c'est que ce qu'on attend aussi à Paris, je dirais de façon novatrice, et dans la droite ligne de ce qui est intervenu en septembre, sous l'égide de Ban Ki-moon, dans son sommet, qui a vraiment invité l'ensemble des acteurs à se réunir sous forme de partenariat visant des engagements des acteurs, visant la mise en place de coalitions pour accélérer l'action dans des domaines particuliers, donc l'énergie, les transports, les villes, la résilience. Donc dans la foulée vraiment de cette dynamique innovante,
porté de nouveau par le Pérou, qui a mis en plein milieu de la négociation lors de la COP à Lima une journée de l'action, un Action Day. On souhaite vraiment ardemment pousser cette dynamique-là pour Paris. Et de ce point de vue-là, transformer la nature aussi de ces conférences, qui certes relèvent de la négociation, mais doivent être un rapprochement entre l'action et la négociation. Peut-être pour ajouter, et je suis désolée, je fais ce contour, mais je crois que c'est important. Il faut rapprocher le micro. Ah oui, ah pardon. Si je fais ce contour, ça me semble très important, parce qu'on se rend bien compte que l'enjeu climatique est tellement multiforme, tellement important dans son ampleur, dans son échelle, que s'il n'y a pas une mobilisation de l'ensemble des acteurs, alors on arrivera. Enfin, il faut cette mobilisation pour que vraiment les États puissent s'engager à l'échelle, pour qu'il y ait vraiment une complémentarité entre ces différents niveaux d'intervention. C'est pour ça qu'on a mis en place, avec les équipes de Ban Ki-moon, donc du SGNU, avec le Pérou, enfin avec les deux présidences, donc le Pérou est encore présidence en statut de présidence des négociations climat, la France va le devenir bientôt. Et avec la Convention climat, on a mis en place cette coalition de 4 grands acteurs internationaux pour pousser le déploiement de ces grands partenariats internationaux pour l'action. Alors, peut-être... Hello. Voilà, hello. Alors, force est de constater que finalement, parce qu'on s'inscrit dans cette dynamique, il y a eu des coalitions qui, suite à l'appel, je dirais, de Ban Ki-moon, il y a eu tout un tas de coalitions qui ont commencé à émerger. Il y en a qui sont très avancées, par exemple celles des collectivités, celles de la forêt, vont très loin dans leurs engagements. Et le constat qu'on a fait un peu collectivement, à l'échelle de justement de cette gouvernance à 4, c'est que la résilience était peu représentée et l'eau absente. Merci. Non, mais je dis et merci de ce constat, de cette introduction, parce que c'est vrai qu'on l'attendait de plus en plus dans la réflexion, dans l'explicitation de l'agenda. C'était sûr que ça arriverait un jour, tant les pays que nous visitons et avec lesquels nous avons une coopération, mettre ces points-là en évidence. Voilà, donc finalement, je saisis vraiment cette opportunité-là pour dire, je dirais, l'ensemble des actes, enfin, le domaine de l'eau est, entre guillemets, en retard. Bon, ce n'est pas le seul, mais c'est vrai qu'il est en retard, mais il n'est pas encore trop tard. Alors, peut-être pas pour aboutir à la même maturation que ceux qui ont commencé depuis déjà 18 mois, mais ce qui nous semble important à Paris, c'est de faire 3 choses. C'est ce qu'on attend de l'ensemble des secteurs d'action, c'est de faire 3 choses. D'une part, de pouvoir, parce que je rappelle, cet agenda des solutions en français, Action Agenda, ce n'est pas juste des séminaires, c'est vraiment la formalisation d'engagement, de coalition, donc on est dans le domaine de l'action. Ce qu'on attend, c'est 3 choses. C'est d'abord de premiers engagements qui signifient que le monde est en marche. Deuxièmement, effectivement, la réalisation de ces plateformes d'acteurs qui vont donner et envoyer le signal que l'action va accélérer. Parce qu'on ne conçoit pas du tout Paris comme étant l'aboutissement de toute l'ambition. On conçoit vraiment Paris comme étant plutôt une plateforme de décollage. Ça se passe au Bourget, ça tombe bien. Oui. Et donc, on a le temps de faire ça. On a le temps de faire ça. Et y compris dans le domaine de l'eau, qui nous semble vraiment prioritaire, parce qu'encore une fois, on considère que c'est très dommageable. Alors l'eau peut intervenir aussi bien sur l'atténuation que l'adaptation, bien sûr, mais il y a une attention évidemment croissante, en particulier des pays en développement, des pays les plus vulnérables, à cette question de la résilience. Et ne pas avoir l'eau dans le résultat de Paris, ce serait vraiment problématique. Je crois que vraiment le lien en plus entre eau et nourriture et l'impact que le changement climatique est très visible sur les populations partout dans le monde, dans le domaine de l'eau. Partout dans le monde, on fait le lien effectivement entre eau et nourriture. Et donc, l'eau n'est pas en retard. Je pense que l'eau frappe à la porte. Et donc, ce que vous nous dites là, Véronique, c'est que l'eau est plus que bienvenue. La porte est ouverte. Mais tous les acteurs que nous sommes ici, et le partenariat français pour l'eau est justement un ensemble d'acteurs avec des ONG, des entreprises, des administrations, des associations de protection de l'environnement aussi. Bref, tous ces acteurs qui sont représentés là sur les collectivités que j'ai failli oublier, j'en oublie, les établissements publics, l'État, je l'ai dit bien, les organismes scientifiques, comment peuvent-ils participer, proposer, rentrer dans ce fameux agenda des solutions? C'est quoi une plateforme? Comment on arrive? Comment on frappe à la porte et
on passe le pas de porte. Alors, la façon dont ça s'est structuré, je dirais que ça a deux principales formes. Je dirais qu'il y a, en fait, il y a une multitude de façons d'organiser ces coalitions et d'un secteur à l'autre, on voit bien que ça prend des formes différentes. Cela étant, moi, ce qui me semble important, c'est qu'on puisse réfléchir avec les acteurs. D'abord, ce qui est important, c'est vraiment la dimension internationale, parce que je pense que ce qui est en jeu, c'est de pouvoir bâtir, certes, des engagements de chacun des acteurs, mais aussi dans un cadre international. Donc, d'ici Paris, on peut imaginer finalement, on est demandeur de vos idées sur quelles pourraient être les dimensions qu'on pourrait justement dans cette perspective de collaboration internationale mettre en avant pour déjà mettre un premier pied dans l'action. Et je prendrai quelques exemples à titre illustratif, mais je pense que c'est l'étape où on doit pouvoir finalement recevoir ces idées-là. Oui, parce que sinon, moi, je prends le mail Véronique Massenet et j'envoie mon idée et vous compilez, vous allez être spammé. Hein. Alors, un exemple. Pour prendre un exemple, les collectivités locales, aujourd'hui, se sont très largement mobilisées autour, principalement, mais pas seulement, de la question de l'atténuation. Il y a eu à la fois le pacte des maires qui a émergé de la coalition de Ban Ki-moon, qui prévoit justement que les collectivités mettent en place des inventaires climat et des plans climat. Il y a la convention des maires en Europe qui promeut les plans climat et énergie territoriaux. Et on voit que les réseaux se sont mis ensemble pour accélérer cet engagement des collectivités. Le premier pas, c'était peut-être la réduction d'émissions, mais juste derrière intervient de plus en plus, de façon manifeste, la question de l'atténuation. Et là, on a plusieurs coalitions qui commencent à se manifester sur la résilience des villes. Et donc, je pense que l'enjeu, on va pouvoir essayer de matérialiser ça aussi sur une plateforme d'engagement qui est hébergée au sein de la Convention climat. Et donc, une première voie, ce serait finalement de s'inscrire dans cette logique de la résilience. On réfléchit, par exemple, avec des partenaires comme la Banque mondiale, est-ce qu'on ne peut pas promouvoir, dans le cadre de cet engagement des collectivités, la gestion intégrée des eaux ? Oui. Qui à la fois en termes de réduction, on voit bien qu'il y a des zones, il y a de nombreuses zones qui souffrent de cette raréfaction de l'eau, qui souffrent de l'émergence d'enjeux d'inondation et de risques. Eh bien, est-ce qu'on ne peut pas faire de ce sujet-là un vrai sujet d'accélération, à la fois par les engagements des collectivités, par l'appui des bailleurs et par finalement aussi une autre dimension qui nous semble très essentielle dans l'action des collectivités, qui est la coopération décentralisée. Oui. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est un exemple de collaboration. On pourrait imaginer, pour prendre un autre exemple de collaboration, un engagement des entreprises. Des entreprises à la fois, je dirais, en position d'avoir un impact sur l'eau, ou d'être porteur de solutions. On avait une discussion hier avec le World Business Council qui, c'est vrai, indique que pour l'instant, le travail et l'échange qu'on a eu avec eux a surtout porté sur l'atténuation. Est-ce qu'on peut avoir un engagement au titre de la responsabilité sociale des entreprises, notamment dans les zones exposées, pour justement préserver beaucoup plus la ressource ? Voilà, ça c'est peut-être le genre de débat qui mérite d'être discuter avec les grandes fédérations internationales, le World Business Council, le Global Compact, les fédérations françaises. Et de la même façon, on peut imaginer que les acteurs porteurs de subventions, porteurs de solutions au titre de leur activité justement parce qu'ils sont opérateurs, parce qu'ils sont ingénierie, parce qu'ils sont viennent. Il y en a autour de vous. Voilà, il y en a certains autour de nous, mais on s'inscrit aussi. C'est un échantillon. Voilà. Finalement, s'inscrivent aussi dans une plateforme plus globale des opérateurs internationaux, justement pour accélérer la diffusion des solutions en matière de réduction des pertes, etc., etc. Je crois qu'on a ces types d'enjeux. L'enjeu, c'est, je crois, de pouvoir aussi donner l'idée à la fois de l'accélération, mais du partenariat. Je crois que si on peut apporter ces deux messages-là à Paris, je crois qu'on aura franchi un grand pas. Bien, Véronique, j'entends bien, c'est un appel à manifestation d'intérêt, un appel à proposition. Bon, vous avez dit accélération, le calendrier maintenant est très serré. Les dates, c'est quoi ? Alors,
les dates, c'est que je crois qu'il faut qu'effectivement on aille très rapidement pour au moins, avec un certain nombre de partenaires français, on a profité de ces sessions ici dans le cadre du forum pour passer ces messages-là en tant que France. Notre ambassadeur en discours d'ouverture y a fait référence, en session plénière y a fait référence. Donc ici, c'est l'enjeu c'est d'échanger sur à quoi ça pourrait ressembler un atterrissage à Paris, qui encore une fois n'est pas l'aboutissement, mais donc profitons de ce forum finalement pour échanger des idées. L'échéance, dans les autres échéances que je vois, il y en a plusieurs. Il y a d'une part la Banque mondiale qui organisera une semaine, sa Water Week, et donc qui portera ce sujet-là à son agenda. Donc ce sera aussi l'occasion de rassembler un autre ensemble d'acteurs. Oui. Il y a l'échéance du Business Summit, du Climate Business Summit qui se tiendra en France les 20 et 21 mai. Ça peut être l'occasion vraiment d'interagir avec les fédérations professionnelles. Et encore une fois, c'est porté par les réseaux internationaux d'entreprises. Oui. Ce n'est pas juste la France qui est en jeu ici. Ça peut être sur le sujet de la mobilisation des entreprises une échéance. Il y a le sommet de Lyon qui se tiendra donc sur les villes et territoires, qui se tiendra les 1er et 2 juillet, qui encore une fois est l'occasion d'un rassemblement de l'ensemble des collectivités portées par le CGLU, donc les fédérations, enfin les réseaux de villes, CGLU, ICLEI, pour justement dire quel peut être le résultat de Paris en matière de mobilisation des collectivités. Là aussi, ça peut être l'occasion d'accélérer la mobilisation des collectivités autour de ce sujet de l'eau. Et les équipes de Ban Ki-moon se mobiliseront à différentes échéances, que ce soit le 29 juin lors d'un événement porté par le président des Nations Unies, et puis ensuite, pour vraiment, parce qu'il y a une mobilisation collective, de vraiment essayer d'accélérer cette dimension de l'agenda de la résilience. Oui. Et donc ça peut être aussi une opportunité pour le faire. Si d'ici, je pense, juillet, on a bien identifié les pistes, alors il nous reste le temps, je crois, de pouvoir avoir un atterrissage d'ici Paris. Le cas échéant, on bâtira les échéances intermédiaires qu'il nous faut pour avoir ce résultat collectif. Et faire de l'entrisme. Voilà. Bon, donc on a compris beaucoup d'étapes. Il y a également le congrès de l'ASTE avec des collègues de l'ASTE qui doivent être de tour donc, à Montauban dans les échéances. Mais le Forum mondial de l'eau ici même est déjà une échéance, puisque je pense qu'il y aura des propositions qui seront faites. Ce groupe-là, cet atelier-là, ce séminaire en fait partie. Je pense que vous allez donner votre boîte mail, vous allez avoir des réponses à votre appel à manifestation d'intérêt. Alors, Héloïse Chicou du PFE. Il y a les actions climato-compatibles, on en a parlé avec les acteurs de l'eau. Vous en avez fait un recensement. Alors, c'est quoi ce recensement et quelle analyse vous en faites ? Alors voilà, donc moi je voulais annoncer une bonne nouvelle, parce qu'il faut annoncer des bonnes nouvelles, c'est que nous frappons à la porte, mais nous l'ouvrons aussi, parce que nous avons en effet fait un recensement avec nos membres de 57 solutions d'actions climato-compatibles pour le monde de l'eau, qui peuvent servir justement à nourrir cet agenda des solutions. Parce que l'eau et le climat, j'ai envie d'utiliser le mot fusionnel, c'est une relation fusionnelle. Il faut, à chaque fois qu'on pense climat, il faut penser eau et vice-versa. Donc ce qu'on retient un petit peu de l'analyse de ces solutions qui sont multi-acteurs, qui représentent tous nos collèges, c'est finalement que ce sont des solutions qui partent souvent de la GIR+, de la gestion intégrée qui prend en compte le climat, et que ces solutions, elles peuvent répondre à la COP. Elles peuvent répondre à la COP sur le volet atténuation, mais sur le volet adaptation. Et dans ce volet adaptation, on peut apporter des solutions, notamment, comme vous l'avez dit, sur la résilience et sur les financements. Il faut penser financement. Quand on pense financement aussi pour l'eau, parce que tous les financements qu'on recense aujourd'hui sur la gestion durable, on voit que c'est souvent des financements sur l'eau. On parle d'inondation, on parle sécheresse. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, on a la matière pour porter des messages à la COP et on va le définir ensemble. Donc on est organisé, on est là, on a des messages et on est prêt à ouvrir cette porte. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans cette publication qui s'appelle Eau et climat, agir pour l'avenir, et qui est une première étape jusqu'à la COP 21 et après la COP 21. On a réalisé une petite animation que je voudrais vous montrer maintenant, qui justement fait un petit résumé de cette publication. Très bien, du concret.
On a bien compris, Martin a soulevé très légitimement les aspects financement qui sont importants. J'ai bien compris aussi qu'il ne fallait pas être oncle Picsou pour pouvoir financer des actions qui peuvent être robustes et importantes et pérennes. C'est le cas de vos actions ? Bien sûr. Donc il y a des actions pour... Nous avons des actions notamment de l'AFD, par exemple, qui sont sur des cas de financement, mais aussi même l'Agir Plus prend un aspect financement dedans. Oui. Jean-Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, alors effectivement, il ne faut pas être oncle Picsou, mais les actions liées au changement climatique, c'est aussi un peu le manuel des castors juniors, comme je disais. C'est-à-dire que c'est vraiment une boîte à outils où il faut travailler ensemble, il faut réfléchir ensemble, et je crois que l'appel à créer des coalitions, que ce soit au niveau local, entre divers services, entre divers des territoires, mais également entre tous les acteurs du territoire, les habitants, les entreprises, les ONG, c'est quelque chose, à mon avis, qui est la nouvelle manière de travailler. C'est la base, effectivement, des actions qui monteront jusqu'à la COP21. Je pense que les territoires sont très, très importants dans le domaine de lien entre l'eau et de la gestion climatique, pour une raison simple, c'est que je crois que c'est tous les acteurs du territoire, collectivités locales, entreprises, ONG, qui peuvent passer des messages aux négociateurs internationaux en disant « les solutions sont là ». Il y en a un certain nombre dans la brochure du PFE, mais on en connaît bien d'autres également. Il y aura beaucoup, je pense, de manifestations et de communications sur ce sujet-là. Et une fois que, ce que l'on espère, les négociateurs internationaux auront pris des engagements ambitieux en matière d'adaptation, d'atténuation, mais on l'espère également aussi en matière d'adaptation, ça sera au territoire à nouveau de les appliquer. Et il faudra à nouveau, effectivement, trouver les mécanismes de partenariat et de coalition pour faire en sorte que ces engagements réussissent. Alors, vous voyez, on va des COP21, Castor Junior, et la science là-dedans. Alors, je ne sais pas si c'est de la science. Moi, j'allais juste faire deux remarques à la lumière, notamment de l'exposé de Rhône Méditerranée Corse. C'est que je pense qu'on voit maintenant qu'il faut arrêter de parler de petits cycles de l'eau et grands cycles de l'eau. C'est clairement, c'est très, très démonstratif. Oui. Et la deuxième chose, moi, sur laquelle j'essaye de militer, y compris sur le plan scientifique, c'est qu'il faut que les acteurs de l'eau aillent s'occuper vraiment, remontent sur le bassin versant et s'occupent de la gestion du territoire. On a parlé des sols, etc. Donc je pense que là, vraiment, on nous dit clairement qu'il faut décloisonner les choses, et y compris, il faut que les acteurs de l'eau ne restent pas dans l'écosystème, le milieu aquatique, mais remontent en fait sur les territoires et aillent trouver de nouvelles modalités de travail, de financement, de montage, etc. Donc il faut qu'on innove aussi avec les acteurs pour aller sur d'autres sujets que l'eau, même si ça sert l'eau in fine. Voilà. Donc on parle du sol, c'est un exemple. Alors c'est pas de la science, mais c'est l'expertise, mais c'est très bien. Et alors j'en viens à la salle et l'expertise de la salle. Y a-t-il, après ces différents exposés, ces différentes thématiques, des questions ?